Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Rachel Coquerel. Merci d'être l'invité du MAGE. Ce livre, en effet, comme l'a dit Joseph, est un livre renversant, fascinant, autant pour la forme que pour le fond. On reviendra d'ailleurs sur les choix, le choix formel très, très audacieux qui est le vôtre et la démarche qui vous a amené à faire ce choix. Mais d'abord, revenir aussi sur la genèse de ce projet. Vous aviez décidé d'écrire sur votre grand-mère et sa sœur, qui ont décidé de vivre ensemble. Et le projet a pris une tournure particulière, puisque vous avez vu un tableau de votre arrière-grand-père, David Jockelman, à qui vous deviez consacrer peut-être un paragraphe ou deux dans ce livre-là. Et finalement, ça a bouleversé votre travail. Yes, correct. Hi, bonjour. I was telling some people backstage that I studied French from my first day of school, aged maybe 4 or 5, until I was 18. And I think my French teachers would be horrified that I can't conduct a simple interview in French on stage. Bonjour à tous. Je disais en coulisses que j'avais étudié le français pendant toute ma scolarité, dès l'âge de 4 ans et jusqu'à mes 18 ans, et que mes professeurs de français seraient sans doute horrifiés que je ne puisse pas répondre à ces questions, à cet entretien en français. But yes, this book started with my grandmother and her sister. My grandmother was someone who was always spoken about in my house. She died before I was born, but it was as if she was at the dinner table with us. She was this presence. Granny Fanny, she was called. And she was, I thought maybe I would write a book about her. She brought up her children during and after World War II in London. And then I began to wonder why she arrived in London when she did with her family. She arrived as a young child. And that's when I found the story of her father, my great-grandfather. And the plot thickened as I don't know, comment est-ce qu'on dit en français, the plot thickened? Alors, le livre, effectivement, le projet de livre a commencé avec l'histoire de ma grand-mère et sa sœur. Ma grand-mère, c'était une personnalité qui était très présente dans la famille, dont on parlait énormément. Elle est morte avant ma naissance, mais c'était presque comme si elle était à table avec nous au dîner, tellement on parlait souvent d'elle. Donc, ma grand-mère Fanny, qui avait élevé ses enfants à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, avec sa sœur. Et donc, au départ, c'était elle dont je voulais raconter l'histoire. Et puis, assez rapidement, je me suis demandé comment elle était arrivée justement à Londres. Elle était venue avec sa famille très jeune, et ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire de son propre père, donc mon arrière-grand-père, et c'est là où l'intrigue s'épaissit. Et c'est là donc où vous voyez ce tableau où, en réalité, vous vouliez combler une sorte de mémoire trouée dans la famille en racontant l'histoire de votre grand-mère, et vous allez combler une autre mémoire trouée, qui est celle de votre arrière-grand-père, puisque de ce que je comprends, on disait dans la famille que c'était un homme d'affaires, et finalement, il a été à de grands rendez-vous de l'histoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre arrière-grand-père? Yes, there's in 22 Mapesbury Road, which is where my dad grew up. There's this huge, very dusty portrait of my great-grandfather. He's really sort of sinking into the shadows. It's a very gloomy portrait, and it seemed to be a real metaphor. Everyone in my family said, don't bother with David Jockelman. He was involved in stocks and shares. And then, everything I found out, the fact that he was at the early Zionist Congress, all the early Zionist Congresses, the fact that, he was a key player in this dramatic split in early Zionism between the Zionists and the Ugandists. And he was sort of leading the Ugandists, saying, we've got to find somewhere on earth at least some temporary refuge for the Jews. His life was intertwined with 20th century history. I suppose everyone's life is always intertwined with history, or the events surrounding them, whether they like it or not. But his life seemed to be in a very dramatic way, which had just been forgotten in the course of 2 or 3 generations by his own descendants.
Alors, au 22 Mapplesbury Road, qui est l'endroit où était la maison où mon père a grandi, il y avait un énorme portrait de cet arrière-grand-père qui était un vieux tableau poussiéreux, très sombre en fait. Il y avait quelque chose de très métaphorique là-dedans, dans cette obscurité, puisque tout le monde dans la famille disait que c'était pas un personnage intéressant, qu'il fallait pas spécialement s'y intéresser. C'était quelqu'un qui était dans les affaires et c'était tout. Et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'en fait, il avait été présent à tous les premiers congrès sionistes et qu'il avait même été un acteur clé de l'histoire du mouvement sioniste et en particulier aussi du schisme très important qu'il y a eu à un moment entre les sionistes et les ougandistes. Et lui, il était plutôt justement à la tête de ce mouvement qui voulait trouver un refuge temporaire pour les juifs, donc en Ouganda à l'époque. Et donc je me suis rendu compte à quel point sa vie était intimement liée, imbriquée à l'histoire du XXe siècle. C'est le cas d'énormément de personnes, on est tous liés à des événements, mais lui, il avait vraiment été présent à des moments clés, assez dramatiques de l'histoire du XXe siècle. Et en même temps, c'est quelque chose qui avait été complètement oublié par sa propre famille en l'espace de 2 ou 3 générations. Oui, il était donc présent au premier congrès sioniste, dans cette scission dont vous parlez d'organisation juive territorialiste, et il participe à un mouvement qui est lui aussi tombé dans l'oubli, mais pourtant clé dans cette histoire-là. C'est le mouvement du projet Gavelston. Et votre projet, le vôtre, ce livre, prend une tournure radicalement différente, puisque vous allez vous-même, du coup, vous intéresser à ce qu'est ce projet Gavelston. Gavelston, c'est un territoire au Texas où donc des Juifs ont été emmenés. Vous y êtes allé et vous nous plongez dans ce projet qui, en effet, lui aussi tombé dans l'oubli. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Yes, I can. And this is the first time I've heard a French person say Galveston. Galveston. It's so nice. Je continue. C'est la première fois que je l'entends prononcer à la française. Yes, this was. I mean, when we think of history, it's all quite neat. Even no matter how good or bad it is, it's always this quite neat story, and it seems that it almost gets streamlined, or I think of it like a tree that gets pruned into some sort of neat shape, and actually there are all these sort of pieces branching out, which are just too complicated, and they maybe don't fit into the story properly, so they get forgotten. The story of the Jews in the 20th century is, partly a story of migration to New York. It's partly, obviously, World War II. But the Galveston Plan didn't make the cut. It was a movement which brought 10,000 Jews from the Russian Empire to Texas, and the plan was to disperse them across America. And that when a Jewish migrant in the Russian Empire thought of going to America, they would not automatically think of going to Ellis Island, going to New York. They would think, oh, of course, I'll go to Texas. En fait, quand on y pense, quand on y réfléchit, l'histoire, nous la présente souvent comme un récit assez net, assez clair, assez linéaire, finalement, assez tranché, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. J'ai un peu en tête la métaphore d'un arbre dont on a élagué au fur et à mesure les branches pour dessiner une forme qui soit bien nette. Sauf qu'il y a parfois des branches, justement, qui tombent ou qu'on élimine parce qu'elles sont trop complexes et qu'elles ne collent pas avec l'histoire globale. Et c'est comme ça qu'on les oublie. L'histoire du judaïsme au XXe siècle, c'est l'histoire de la migration à New York, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais cette branche qui était le mouvement de Galveston, justement, elle ne collait pas bien avec le récit global et c'est quelque chose qui a été oublié. C'est 10 000 juifs originaires de l'Empire russe qui ont été envoyés au Texas avec pour objectif qu'ils aillent se disperser dans l'intérieur des terres, dans la campagne américaine. Et c'est vrai que les juifs russes de l'époque, quand ils pensaient à émigrer aux États-Unis, ils ne pensaient pas forcément à Ellis Island, ils se disaient pourquoi pas le Texas. Oui, c'est-à-dire que ce mot de Gavelston, que je prononce à ma manière, était prononcé d'une autre manière dans tout le Yiddishland européen, dans les shtetl. Il était très connu, je l'ai découvert avec votre livre, comme plus tard sera très connu le mot Birobidjan comme un lieu de rêve. Il y avait eu le rêve américain, mais il y avait le rêve du Birobidjan et le rêve de Gavelston qu'on ressent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous aussi mettez des témoignages, au-delà de ceux de votre famille, des témoignages de personnes qui ont quitté
donc il y a notamment celui, je crois que c'est Gurwitz, mais je dois aussi très mal prononcer, il faut même faire une erreur, qui quitte le shtetl, il raconte comment dans le shtetl tout le monde se dit mais il va partir, il raconte son installation à Gavelston. Comment vous avez réussi à redonner vie à cette histoire oubliée de Gavelston, au-delà des témoignages, mais également des archives, où se trouvent d'ailleurs les archives de Gavelston, c'est aussi une histoire assez incroyable, et peut-être nous dire un mot sur votre voyage à vous sur ce lieu. Yes. Luckily, the Galveston movement was very well documented. The journalists of Texas were quite intrigued by this, what they called the greatest immigration plan of the 20th century. I mean, it's quite funny, doing research or, writing about, 1906 and 1908. Everyone was always using these superlatives, the greatest blank of the 20th century. Maybe we do it now with the 21st century as well. But it was nice. It meant lots of sort of very dramatic statements about the Galveston movement, about, what a wonderful thing it was. The Texan journalists all went down to Galveston, to the port, when the immigrants arrived, specifically on, I think it was the 5th of July, 1907, which was when the first boat arrived. And so you got these perspectives of people who had probably never left Texas, let alone America. And here were these aliens from the old world, from shores so distant that they were impossible to even fathom, arriving here, speaking in their strange tongues, writing in their strange script, wearing heavy woolen coats in a Texan summer. They had probably never seen the sea before their month-long voyage. It was just really a very unusual sight. So I had the Texan journalists, and then I also had the people who were organizing the Galveston movement. There was one amazing New Yorker called Morris Waldman, who was working in New York, and then he got told, right, now you're going down to Galveston to make this work. So he brought all his family down to Galveston. So I had and he wrote about it many years later. He wrote my role in the very romantic Galveston movement, which probably everyone knows about, but I'll tell you my role. And then I also had, as you said, Gurwitz, who was an immigrant, and he was the only account I found of the actual journey crossing the Atlantic, seeing all the stars and being on this ship with people who had just escaped the Russian bear and, seeing the island of Galveston come into view. Alors par chance, effectivement, le mouvement de Galveston, il a été très bien documenté. En fait, à l'époque, les journalistes au Texas étaient extrêmement intrigués par ce qu'ils qualifiaient de plus grand projet migratoire du XXe siècle. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on regarde un peu les articles écrits par les journalistes. Donc on est dans les années 1906-7, tous les superlatifs qu'ils utilisent pour décrire un phénomène comme le plus grand du XXe siècle. On fait sans doute ça nous aussi au début du XXIe siècle, de mettre des superlatifs comme ça. En tout cas, les journalistes texans, ils sont allés sur le port de Galveston à l'arrivée du premier bateau d'immigrants le 5 juillet 1907, et puis ils ont raconté ça, donc j'avais déjà ces textes-là, et ce qu'ils ont vu, c'était donc eux qui n'avaient probablement jamais quitté le Texas, en tout cas jamais quitté les États-Unis, ils ont vu débarquer ces gens qui leur étaient totalement étrangers, qui débarquaient du vieux monde, un univers totalement distant, qui ne comprenaient pas, qui étaient avec leur gros manteau de laine, leur langue incompréhensible, leur alphabet même incompréhensible. C'était vraiment une vision très inhabituelle, et donc ils l'ont décrit en long et en large. Et puis j'avais aussi les récits de ceux qui se sont impliqués dans l'organisation du mouvement, notamment Maurice Waldman, qui est un New-Yorkais, qui a été envoyé avec toute sa famille pour organiser l'accueil des Juifs qui débarquaient à Galveston, et qui a écrit plus tard pour documenter son rôle dans ce très important mouvement. Et puis ce personnage aussi dont vous parliez, Gurwitz, l'immigrant, qui est le seul dont j'ai retrouvé le récit vraiment de la traversée, où il raconte ce que c'est que d'être sur ce bateau, de voir les étoiles, d'échapper ainsi, de fuir ainsi la violence en Russie, et d'arriver en vue du port de Galveston. Et vous précisez dans votre postface que vous êtes aussi documenté dans un lieu qui pourrait paraître improbable par rapport à ce projet, c'est-à-dire que les archives se retrouvent aux archives centrales du sionisme à Jérusalem, ce qui est aussi assez ironique quand on sait que c'était un projet
un projet concurrent. Le projet Gaveston dont vous parlez, quand vous dites, en effet, c'était présenté comme un des grands moments de l'histoire. Malgré tout, même s'il est tombé dans l'oubli, vous nous rappelez que dans l'histoire des Juifs, ce mouvement-là a existé et que 10 000 personnes, si on regarde à l'échelle, par exemple, du Birobidjan, où c'est 30 000, c'est tout de même immense par rapport à ce qui reste dans l'histoire de l'un et pas de l'autre. Ce projet Gaveston, il naît, comme vous le disiez, en scission des premiers congressionnistes. Vous avez décidé de démarrer votre livre aussi en décrivant ces congressionnistes, en nous parlant de Herzl et de peut-être la deuxième personne la plus importante de ces premiers congressionnistes, qui est Israël Zangwill, qui a joué un rôle important dans l'histoire de votre famille. On va d'ailleurs s'attarder sur ce personnage-là. Mais pourquoi avoir décidé de démarrer votre livre par ces récits? Je vais m'intéresser à deux types de récits. Les récits des congrès, et on assiste, après on parlera de la forme, mais on assiste assez fortement à la manière dont se déroulent les divisions, les débats, les discours. Et également, vous décrivez dans ce premier temps, un moment qui a marqué ces congrès, c'est le pogrom de Kishinev. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi ces deux choix, qui après le récit prend un autre chemin, mais pourquoi ces deux choix de s'arrêter plus longuement sur ces moments? I mean, I had always wanted this book to be a family memoir and to be mainly about 22 Mapletree Road, but I felt I could not tell the story of 22 Mapletree Road without also talking about the causes, you know, how my family got there. And, you know, there's this phrase one of the characters uses in the book, the unresting chain of events, you know, like the butterfly effect. The way we can trace things back and back and back, and to something which seems totally unrelated to the thing that it eventually caused. So I had to start this story of North London, you know, post-World War II, with Theodor Herzl founding Zionism at the end of the 1890s. And luckily, you know, I sort of diving into those archives was just amazing. I mean, it really felt sort of the closest to time travel that I came, you know, with this book. Again, because all these journalists were at the first Zionist Congress and the ones that followed, and even people who weren't journalists would write about it many years later in their memoirs. People wrote so beautifully at that time, and you know the Jews write very well and are always, you know, writing memoirs. so you know, I had so much material. It's a phrase that a historian I love called Candice Millard uses. She says, you have to have so much archive material that you think you're going to never get through it all, that you know it's like a mountain in front of you. And it was sort of overwhelming at times, because I thought, you know, this is just never ending, the amount of stuff that has been written about the Zionist congresses. But it meant that, you know, to tell this story, I had to tell every beat of it through someone else's words, and it meant that I could I had so much choice, and I could really sort of craft this story using the exact lines that I wanted to. Alors, au départ, je voulais vraiment que ce livre soit un mémoire de mon histoire familiale. Je voulais vraiment qu'il soit centré sur le 22 Mapesbury Road. Et je me suis rendu compte, en fait, que pour le faire, je ne pouvais pas faire l'économie de remonter jusqu'aux causes, à ce qui avait amené, en fait, ma famille au 22 Mapesbury Road. Il y a un personnage dans l'histoire qui parle de la chaîne ininterrompue des événements, de l'effet papillon, en quelque sorte, de la manière dont on peut remonter, en fait, la chaîne des événements jusqu'à des choses qui peuvent semblaient n'avoir absolument rien à voir et qui pourtant sont à l'origine de ce qui se passe à un moment donné. Et donc je me suis rendu compte que je remontais effectivement à Theodor Herzl, au premier congressionniste à la fin du 19e siècle. Et là, c'était véritablement comme un voyage dans le temps. C'était absolument fantastique d'ouvrir les archives sur cette période-là. Alors ça a été extrêmement justement documenté. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de journalistes présents, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit plus tard dans leurs mémoires, qui ont raconté ces moments-là. Des textes absolument magnifiques. On écrivait très bien à l'époque. Les Juifs écrivent très bien de façon générale, et ils écrivent beaucoup de mémoires. Donc j'avais énormément de matière, en fait, tellement que j'étais presque face à une montagne d'archives, et avec le sentiment de peut-être ne jamais en venir à bout. Il y a un côté vertigineux, et en même temps, ça m'a donné l'opportunité d'avoir énormément de choix et de pouvoir raconter l'histoire au travers des mots des autres, parce que j'avais justement toute cette matière à disposition. Alors venons-en justement à la manière dont vous utilisez cette matière. Vous aviez toute cette matière-là à disposition.
que vous avez manipulé, manié, articulé. Et finalement, ça donne pour résultat, alors pour dire, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, c'est un livre composé de ce qu'on pourrait appeler des sources primaires telles que c'est défini, c'est-à-dire des archives, des documents d'archives, des extraits de journaux, des correspondances, auxquelles vous ajoutez dans la dernière partie des témoignages retranscrits ici, mais où il n'y a pas de narrateur. Enfin, si, il y en a un, il est en réalité très présent, mais il s'est effacé, c'est vous. Il n'y a pas votre voix, il n'y a pas de... C'est la juxtaposition de ces documents-là, les uns après les autres, avec la source à côté, qui construit le récit. Je sais que ce n'était pas votre choix de début. Comment êtes-vous arrivé à ce choix de construire une narration aussi audacieuse? I think I realized that I was not a character in this story. You know, some of these sort of family memoirs or sort of 20th century stories, the author has a role to play, and it's about their sort of journey as well. And I just felt like that wasn't the book I wanted to write, and also, I mean, in a sort of slightly sort of mystical way, it wasn't what the book wanted either. This book did not want or need to have my voice in it, or to have me, going through shoeboxes and having great epiphanies. I really wanted it to feel more like a novel, and to feel like you were there in 1898 and 1905 and 1912 without me. So I gradually began to take out my own voice, and I just loved this effect, this strange effect of these people who had been dead for 100 years talking to each other. It seemed like they had sort of risen up and were sort of bristling against each other, almost sort of elbowing each other out the way, or saying, it didn't happen like that, it happened like this. One of my favorite things was when the sources seem to disagree with each other. There's a moment when Herzl first meets Zangwill, and Herzl writes about it in his diary, and Israel Zangwill sort of gives lots of speeches about it later. And it's before the Zionist movement has really got going, and Herzl comes to London to see if he can interest the British Jews in this little movement that he has in mind. And Herzl goes to Zangwill's house and says, I met this sort of wild-haired guy sitting by his fire, and we spoke in... This is a good line for where I am. We spoke in French, his command of which is inadequate. And I say in the book that I'm like Zangwill in many ways, and I share that quality with him. We spoke in French, his command of which is inadequate. I don't even know whether he understands me. Still, our conversation is laborious. Still, I get across my major points. And Zangwill remembers it differently. He says, a black-bearded stranger dropped from the skies and said, I am Theodor Herzl, help me to rebuild the Jewish state. Alors, oui, j'ai effectivement réalisé que moi, j'étais pas un personnage en fait de l'histoire que je voulais raconter. Il y a beaucoup de mémoires de famille, beaucoup de mémoires qui retracent l'histoire du XXe siècle comme ça, au travers, en donnant un rôle à l'auteur ou à l'autrice. Il est aussi question de sa propre trajectoire personnelle de redécouverte des choses. Mais moi, c'était pas ça le livre que je voulais faire, et c'est peut-être un peu mystique, mais je sentais aussi que le livre ne souhaitait pas ça, qu'il n'avait pas besoin de ma voix, pas besoin de raconter toutes les petites épiphanies que je pouvais avoir en ouvrant des boîtes à chaussures, en découvrant des souvenirs. Je voulais plutôt que le livre se lise comme un roman, que vous ayez l'impression d'y être à la fin du 19e, au début du 20e, et sans avoir besoin de ma présence. Et j'aime beaucoup l'effet que produit en fait la juxtaposition des témoignages, comme si ces personnes qui sont mortes depuis des siècles, enfin depuis très longtemps, avaient presque un dialogue, ou presque comme s'ils devaient jouer des coups, de parfois avoir quelques
quelques frictions, quelques échauffourées. Je trouve ça particulièrement intéressant quand les sources sont en désaccord. Par exemple, il y a le récit de la rencontre entre Theodor Herzl et Israël Zangwill. Theodor Herzl en a beaucoup parlé. Enfin, Theodor Herzl, lui, a écrit dans son journal dessus, et Zangwill, lui, en a beaucoup parlé lors de conférences qu'il a données. Il a beaucoup évoqué ce moment-là. On est vraiment avant que le mouvement sioniste prenne véritablement son essor. Theodor Herzl est venu à Londres pour justement voir s'il arrivait à mobiliser les juifs anglais autour de ce projet sioniste. Et lui décrit dans son journal intime ce type échevelé au coin de son feu, et il écrit quelque chose qui me fait penser vraiment que me sens proche de Israël Zangwill, et je l'écris aussi dans le livre, qu'on a des choses en commun. Theodor Herzl écrit: on a parlé en français mais il ne le maîtrisait pas bien. Et donc il explique que c'est très laborieux, que Israël Zangwill ne maîtrise pas suffisamment la langue, mais qu'il arrive quand même à faire passer son message. Et Israël Zangwill, lui, raconte une histoire totalement différemment. Il parle de cet homme à la barbe noire, presque tombé du ciel, qui vient frapper à sa porte pour lui demander son aide pour construire le projet sioniste. Et en effet, moi, ça m'a fait penser à un travail de montage documentaire sans voix off, où on voit les témoignages succéder. Alors, en documentaire, on a l'avantage d'avoir les images qui aident à articuler, à mettre en musique tous les différents témoignages ou documents. Mais là, le faire que par écrit, c'était une gageure, et c'est extrêmement réussi. Donc je comprends votre démarche de dire: je ne suis pas un personnage de cette histoire. Et là, vous avez beaucoup parlé de Zangwill. Il ne devait pas être un personnage de cette histoire au début. Il devient le personnage quasi central de votre livre, avec aussi pour point commun de cette histoire oubliée familiale de qui était David Jockelman, l'histoire pour vous oubliée de manière plus générale dans la mémoire collective de qui est Israël Zangwill, alors que de son vivant, il était une des personnalités juives les plus connues à travers le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous parler de qui est Israël Zangwill? Alors là, du coup, de votre point de vue, parce que pourquoi aussi vous vous êtes mis à l'apprécier? Yeah, I mean, you know, I think of genre often, and I think that if I had cared more about genre, I probably would have told myself, oh, you can't have Zangwill as a main character in a memoir about your own family. But I kind of somehow I didn't really mind sort of making a book which was half a family memoir and half a story of Zangwill and half something else. And also, you know, Zangwill just is very lovable, and as soon as I sort of discovered him, I found him irresistible to write about. I mean, it's the same thing with the early Zionist congresses. There was so much about him. People writing at the time and people who remembered him years later. And people were just, they wrote about him in a very colourful way. They were wonderfully rude about him. They said he was the worst dressed man in London and the ugliest man in the world, quite often. And, you know, he would read every newspaper interview with him, every press clipping he would cut out and stick in his scrapbook, no matter how mean it was about him. But also, you know, he wrote this play, The Melting Pot, which is the reason we use that phrase today. And, you know, no one I've ever met really has any idea who Zangwill is, with the exception of maybe, you know, less than 10 people. And yet we all use his phrase all day, every day. And that is really his greatest legacy. He is not remembered for the Galveston movement or for his role in early Zionism or being Herzl's best friend, or for his many other plays and novels for which he was so beloved. You know, he was such a celebrity. I think he thought he would be remembered for his novel, The Children of the Ghetto, which people would come up to him and sort of want to shake his hand and say, you know, this book has changed my life. It was not for this little play that he dashed off in 1908 called The Melting Pot, which just captured the world's attention.
Je réfléchis beaucoup aux questions de genre littéraire et c'est vrai que si j'y accordais plus d'importance, j'aurais probablement eu du mal à écrire un livre qui se présente comme un mémoire familial et qui donne une telle place au personnage d'Israël Zangwill. Mais moi, en fait, ça me posait pas de souci justement d'être dans un mélange de genres et d'avoir la moitié du livre qui soit justement sous forme de mémoire familiale et une autre moitié qui soit consacrée à ce personnage ou à d'autres. Par ailleurs, c'est un personnage extrêmement attachant et je dois dire que dès que je l'ai découvert, j'ai trouvé assez irrésistible. Il y a énormément de choses qui ont été écrites aussi sur lui. Tous les gens qui l'ont croisé on s'en sont souvenus. On a écrit sur lui au moment des premiers congressionnistes, mais aussi plus tard. Beaucoup de choses souvent assez insultantes étaient écrites d'ailleurs sur lui, mais d'une manière presque assez drôle, assez géniale. On l'appelait l'homme le plus mal habillé de Londres, l'homme le plus laid du monde. Et lui, il conservait tous ces articles de presse qui parlaient de lui, même quand ils étaient extrêmement méchants ou négatifs. Il a écrit cette petite pièce qui s'appelait Melting Pot, qui est vraiment à l'origine de l'expression qu'on utilise tous aujourd'hui sans se souvenir en réalité qu'elle vient de lui. Quand j'ai commencé à travailler sur Israël Zangwill, j'ai peut-être croisé moins de 10 personnes qui savaient qui il était. Et pourtant, c'est sans doute son plus grand héritage, cette expression. On ne se souvient pas de lui pour son rôle dans le mouvement de Galveston ou dans le mouvement sioniste en général, parce qu'il était le meilleur ami de Theodor Herzl, ou justement pour ses romans et ses pièces. Il pensait sans doute plutôt marquer la postérité justement par des romans comme Les Enfants du ghetto, qui à l'époque avaient eu énormément de retentissement, où les gens venaient le voir en lui disant que ça avait vraiment changé leur vie. Mais finalement, ce qui est resté, c'est le titre de cette petite pièce de 1908, donc le Melting Pot, dans l'imaginaire collectif. Oui, alors c'est vrai que je vous trouve tout de même un peu sévère, ou en tout cas peut-être pour atténuer et vous rassurer sur la postérité d'Israël Zangwill, il est quand même connu, en tout cas moi j'ai l'impression en France, il a été publié d'ailleurs par Charles Péguy dans les Cahiers de la Cazaine. Son œuvre, L'Enfant du ghetto, dont vous parlez, a été récemment retraduite, d'ailleurs par la même traductrice de votre livre, Myriam Anderson. Et une fois n'est pas coutume, mais je vais parler un peu de moi, j'ai écrit quelques livres. En vous lisant, j'ai repensé au fait que j'ai évoqué Israël Zangwill dans 2 livres. Et je le dis pour aussi montrer peut-être sa place aujourd'hui dans la culture française, en tout cas, selon moi. Il y a un peu plus d'1 an, un livre sur le bouquin de l'humour juif, une sorte d'anthologie. Et ben, je n'ai pas. Zangwill s'imposait, notamment sur le terme Schnorrer, dans l'entrée sur les mendiants. Eh bien, il y a eu des extraits absolument fabuleux qui y figurent. Et en préparant ce livre, j'ai vu qu'il était aussi dans beaucoup de dictionnaires d'humour juif. Donc, il marque cette histoire de la culture juive. Et l'autre livre dans lequel j'ai évoqué Israël Zangwill, c'est un livre sur la dernière élection présidentielle, un candidat à l'élection présidentielle d'extrême droite, qui par ailleurs est juif, qui avait une passion pour Charles Péguy, mais également pour Zangwill, et pour tous ces plus particulièrement pour une nouvelle qui s'appelle Chad Gadia, qui incarne, et on va revenir à Melting Pot, une problématique que vous évoquez chez lui, qui est toujours ce conflit de loyauté entre l'identité juive, ou en tout cas l'identité transmise, et une identité à construire. Et il y a quelque chose dans cette pièce-là qui fascinait cet homme-là, donc c'est pour ça que je l'évoquais, parce que le personnage termine, après avoir découvert le grand monde et quitté l'univers juif plutôt clos, découvre le grand monde, mais revient pour Pessard, pour la Pâque juive, dans sa famille, dans le ghetto de Venise. Et là, il est tiraillé et il choisit le suicide, une fin tragique, parce qu'il n'arrive pas à choisir entre ces 2 mondes. Et quelque part, Melting Pot, dont vous parlez, incarne à nouveau cette problématique-là, mais du point de vue des Juifs américains, et j'aimerais revenir peut-être dessus. Vous avez raison, au-delà d'avoir imposé le mot dans la culture populaire, au-delà d'avoir été salué par le président américain, qui était là pour la représentation, comme vous le citez, vous faites quelque chose qui moi, m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'aimerais bien vous entendre développer le propos. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la contradiction, les contradictions. Vous avez aimé présenter la manière dont la rencontre Zangwill-Herzl a eu lieu, avec chacun son point de vue. Et il y a aussi chacun son point de vue sur la perception et la réception de cette pièce, puisqu'à la fois elle a été saluée par certains et dénoncée, considérée comme une trahison pour d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce débat-là et également, vous, quel est votre point de vue sur l'intention de Zangwill dans cette pièce? Mais je vous laisse déjà présenter aussi la pièce. This play, The Melting Pot, it's for me the center of the book, specifically the debates around it. Because some people thought that Zangwill had written
propaganda for the idea of America as a place where refugees arrive and melt into the melting pot and emerge as shiny new Americans and live happily ever after. And what could possibly go wrong, you know? This was something that was very close to Theodore Roosevelt's heart. You know, he said an immigrant arriving in America should revere only one flag, the American flag. No other flag should even come second. So, you know, this idea that we have now of, you know, being a, you know, Italian American or, you know, whatever, a French American, Roosevelt hated all that. He said, no, just be an American, no hyphen. So some people thought, why is Zangwill writing this propaganda? Can he really believe his own words? And the conclusion was that maybe not. Maybe he was writing something that he didn't really believe in. You know, Zangwill had said privately, only a few years earlier, America is the euthanasia of the Jews. If I had my way, not a single Russian Jew would enter America. And this was something which was a pattern for Zangwill's whole life of being contradicting his own words within a day or a year. And no one knew whether he was just never saying what he really felt, or whether he was always changing his mind, or whether he was holding two truths at the same time. I mean, maybe the latter is the most interesting, the fact that America can be, or was, the euthanasia of the Jews and the sort of, you know, the refuge of the Jews. And I still haven't really decided. I guess the nice thing about not having my voice in this book was that I didn't have to take a stance or sort of lay out an argument. I could just present all the debates as they unfolded and not have to sort of draw some neat conclusion. And so I still, you know, I spent now quite a lot of time in America and met lots of American Jews, and I still sort of can't decide whether the melting pot is a good idea or a bad idea. Alors le melting pot, pour moi, cette pièce, c'est vraiment le cœur du livre et le débat justement qu'il y a eu autour de cette pièce, parce que quand Israël Zangwill a écrit cette pièce, a monté cette pièce, certains ont estimé que c'était une sorte de propagande idéologique pour cette idée de l'Amérique comme terre d'immigration, où justement l'immigré se fondrait dans le creuset américain et émergerait tout neuf comme un Américain idéal, sans que quoi que ce soit puisse mal tourner. C'était une idée très chère à Theodore Roosevelt, qui disait qu'on ne devrait vénérer qu'un seul drapeau, qu'il ne devrait même pas y avoir de drapeau qui arrive en deuxième. Il détestait cette idée de l'italien américain, du français américain, etc. Et il détestait l'idée d'identité hybride. Il fallait être américain avant tout. Et donc certains ont vu cette pièce de Zangwill comme une sorte de propagande, en fait, et en se demandant s'il pouvait réellement y croire. Et peut-être qu'au fond, ce n'était pas des idées auxquelles il adhérait à 100%. Il a d'ailleurs dit en privé que pour lui, l'Amérique, c'était l'euthanasie pour les Juifs, et que si on l'avait écouté, aucun Juif russe ne serait venu s'installer en Amérique. Il avait cette manière d'être en contradiction permanente tout au long de sa vie. Israël Zangwill, il a dit une chose et son contraire régulièrement, et on ne sait pas, c'est difficile de savoir si c'est parce qu'il ne disait pas réellement ce qu'il pensait, ou parce qu'il changeait d'avis, ou peut-être plus intéressant parce que pour lui, deux vérités pouvaient coexister. Et sans doute que la coexistence de ces deux vérités sur l'Amérique à la fois comme euthanasie des Juifs et en même temps comme refuge pour eux, c'est sans doute ce qu'il y a peut-être de plus intéressant et sur lequel moi je n'ai pas tranché non plus. C'est l'avantage en fait de ne pas m'être exprimé en ma voix propre dans ce livre, c'est que je ne suis pas justement obligée de prendre position. Je peux présenter les éléments du débat sans avoir une conclusion tranchée, et j'ai passé pas mal de temps en Amérique, j'ai rencontré énormément de Juifs américains, et je ne sais toujours pas effectivement si ce melting pot est un idéal positif ou non, au contraire. Mais en tout cas, pour revenir à l'histoire de votre famille et au rôle clé qu'a joué Zangwill dans le destin des vôtres, lui décide finalement de dire à votre grand-père de quitter l'Amérique et de revenir et de venir à Londres. Et donc vous considérez que ce choix-là a été salutaire pour l'histoire de votre famille.
que finalement, et vous terminez là-dessus, moi je trouve que cette phrase de votre postface, donc c'est pas de votre roman, mais de ce que vous en dites après, sur le fait qu'il a consacré une partie de sa vie à l'aventure sioniste, plutôt qu'à l'écriture de romans ou de pièces de théâtre, a été peut-être un gâchis pour lui, mais même ça, on ne le sait pas, en fait. C'est quelqu'un qui le dit. Même là-dessus, on a du mal à avoir une prise sur peut-être le bilan qu'il ferait de ses choix. Mais en tout cas, que ce choix-là, pour vous, a joué un rôle clé, puisque votre famille a pu vivre à Londres pendant la Première Guerre mondiale. On y revient, parce que le temps nous presse. J'aimerais tout cela était la première partie, donc ensuite, la deuxième partie, on reste malgré tout aux États-Unis, mais avec une autre partie de votre famille que vous découvrez au fur et à mesure, puisque votre arrière-grand-père a eu un premier mariage, et donc 2 premiers enfants également, et l'un d'entre eux participe à une aventure assez particulière de théâtre expérimental à New York, et vous décidez donc de démarrer une autre partie de votre livre, la deuxième partie, par le fait de nous plonger avec des personnages comme Dos Passos, plein de personnes de cet univers de la littérature et du théâtre américain, et on s'installe là-bas avec ce personnage, avec cette personne, une sorte de grand-oncle, et donc on avance là-dessus, mais le temps nous presse, donc moi j'avance un peu plus. Finalement, il y a une rencontre, est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre entre ce dramaturge new-yorkais et le reste de sa famille, et la deuxième partie de la famille de votre arrière-grand-père, et ensuite aussi également votre propre rencontre avec sa fille. Yeah. So my great-grandfather's, my great-uncle, as you said, was a playwright who arrived in America aged 12. His name was Emanuel Jockelman, and he thought this was a much too long a name to carry around with him. So like many Jewish immigrants in New York, he changed it, and he decided to call himself Mjo Bashe. Impossible to spell, no one could pronounce it, but he liked it. And he became an experimental playwright, married an actress in one of his plays, and together they had a daughter. That she was a Southern belle. She was from North Carolina, Doris Elisa Troutman, and they had a daughter in 1930. And Doris said, "Shall we name her Jane?" And Mjo said, "I have a better idea. Let's name her Mjo Bashe II." So Mjo Bashe II was born in 1930, and I wanted to track her down, but my dad and his cousins said, you never will. We haven't heard from her since the 1950s. And one of them had heard that she'd had a stroke. This was in 2020, so she would have been 90. And I imagined sort of this very frail person, maybe sort of in a hospital bed somewhere, barely able to speak, barely able to remember. And instead I called her one day in January 2020, and she said, "Oh, hello, Rachel." As if she had been waiting for my call, for the past 90 years. And not only was she sort of in, perfect health, but her memory was razor sharp, much sharper than mine. And she told me sort of almost like every day of the 1930s as she remembered them with such, granular detail. Not only growing up in the melting pot of New York, her memories of her father, Mjo Bashe I, her memories of her grandfather, my great-grandfather, David Jockelman, but also this sort of storm cloud that seemed to be forming over Europe. And this feeling, even as a child, she was born in 1930, so she was 9 in 1939. This feeling that things were not right in Europe. She would watch the newsreels that came on before the cartoons at the cinema, and she and her friends would sing songs at school about Hitler. And this, again, it's this sense of no life being... you can't separate any life from the history that's unfolding around you.
I guess she sort of represents this book in a way that it is about my family, but it's also about those sort of wider events. And the melting pot, of course, she's a product of the melting pot. She's half a Russian Jew and half a Southern Belle. And then the way all that sort of seemed to coexist and conflict within her. Alors effectivement, oui, mon grand-oncle, là, on peut l'appeler comme ça, donc est arrivé aux États-Unis à l'âge de 12 ans, donc il s'appelait Emmanuel Jocoman, ce qui lui semblait un nom trop long, et il a décidé de se donner à lui-même le nom de Aim Joe Baché, qui était complètement imprononçable, les gens ne savaient pas du tout comment l'épeler, mais ça lui plaisait. Et il s'est lancé effectivement dans le théâtre expérimental. Il a épousé une actrice, Doris, qui était ce qu'on appelle une belle du Sud, qui venait de Caroline du Nord, et ils ont eu une fille, et que Doris aurait bien aimé appeler Jane, mais que son père a voulu appeler plutôt M. Joe Baché de Second, donc la deuxième du nom, qui est née en 1930. Et très vite, j'ai eu l'envie de chercher cette femme. Et dans ma famille, tout le monde m'a dit, mais tu sais, on n'a pas de ses nouvelles depuis les années 50, il paraît qu'elle a eu une attaque, et puis donc on était en 2020, donc elle devait avoir dans les 90 ans au moment où je me mets à sa recherche. Donc j'imaginais une dame très fragile, probablement qui aurait probablement des soucis de mémoire, qui serait sans doute sur un lit d'hôpital. Et puis j'ai fini par l'appeler, par réussir à la contacter en janvier 2020. Et au contraire, elle avait la voix tout à fait vive, et on aurait dit qu'elle attendait mon appel depuis 90 ans. Elle était en pleine santé, et surtout elle avait une mémoire extrêmement aiguisée, bien plus que la mienne, et elle a été en mesure de me raconter chaque jour des années 30 quasiment en détail. Donc elle a effectivement elle a grandi dans ce melting pot new-yorkais dans les années 30. Elle m'a parlé donc de son père, M. Joe Baché, le premier du nom, et puis aussi de David Jocoman, son grand-père, qui était aussi mon arrière-grand-père, et puis aussi de cette tempête qui planait déjà, ces nuages noirs qui étaient en train de s'accumuler sur l'Europe. Elle n'avait que 9 ans en 1939, mais elle sentait bien que quelque chose de terrible se préparait. Elle regardait les actualités au cinéma avant les dessins animés, les camarades d'école chantaient des chansons à propos d'Hitler, et ça montre bien, je trouve, ce qu'elle m'a raconté, la manière dont aucune vie n'est complètement dissociable de ce qui se passe dans l'histoire autour, et ça incarne, je trouve, assez bien justement le projet du livre, la manière dont ma famille est aussi indissociable de tous ces événements-là. Elle était en tout cas vraiment un pur produit de ce melting pot, à moitié donc juive russe et à moitié belle du Sud américaine. Oui, et on est dans les années 30 là-bas, mais on est aussi dans les années 30 à Londres. On voit en effet la menace nazie, et vous en rendez compte par ces histoires individuelles, mais qui rejoignent la grande histoire, par ces histoires familiales, puisqu'on assiste même aux premières grandes manifestations, aux premiers grands meetings après l'accession de Hitler au pouvoir, où des gens de votre famille tiennent un rôle clé. Donc on a des extraits de discours. On assiste aussi, alors on n'a pas le temps d'entrer plus en détail maintenant, mais peut-être avec les questions de la salle, par exemple au fait que notre côté dans votre famille, parce que c'est vraiment assez incroyable, un de votre grand-oncle, j'aurais du mal à bien définir, s'est retrouvé secrétaire particulier de Jabotinsky. Donc là, on se retrouve aussi dans un autre endroit. Vous décidez d'ailleurs de mettre, et c'est ça toute la force aussi de votre livre, carrément un texte de Jabotinsky, son appel aux Juifs polonais en 1938, qui est assez sidérant à lire. On pourrait dire à la fois de lucidité, même s'il ne pouvait pas prédire la catastrophe, mais il utilise le mot catastrophe et le mot extermination à de nombreuses reprises dans son texte. Et donc on suit ces années 30 aussi de manière assez remarquable dans la manière dont vous filez les témoignages et les archives. Et puis après, on arrive aussi aux années 40 et on arrive aussi, du coup, au projet initial, c'est-à-dire à l'histoire de votre grand-mère et de sa sœur. Est-ce que, en tout cas dans la partie de l'échange entre nous avant celle qui va démarrer, avant l'échange qui va démarrer dans 5 minutes avec la salle, nous dire pour terminer tout de même un mot de cette dernière partie, c'est-à-dire de cette histoire que vous vouliez d'abord raconter, que vous racontez quand même, entre votre grand-mère, sa sœur, et la manière dont la famille se redessine dans cette période-là des années 40-50. Yes, my grandmother and her sister raised, between them they had 7 children, and they raised those children together in this fairly chaotic house with their respective husbands. My grandmother
Fanny married a nice Englishman called Hugh Cockrell, very reserved, quite sort of stiff upper lip. And her sister married a Russian Zionist called Lova. And maybe that was the moment when their lives started sort of diverging. But for a while, they lived together in this house with these children who seemed to be siblings rather than cousins. And also in this house was David Jockelman's wife. Jockelman died in 1941. And my dad was born in 1940, so he doesn't remember David Jockelman, but he does remember his grandmother, my great-grandmother, who was this sort of bedridden, very Russian, very Jewish woman, who was kind of maybe like how I imagined Mjo Bache II, you know, sort of bedridden, seemingly sort of on her deathbed for about a decade. All the adults in this house spoke Russian, apart from my grandfather, Grandpa Hugh, who you know, was very English. But all the adults decided not to teach the children Russian. So because maybe they wanted them to become nice English children, or maybe you know, who knows what they thought. Maybe they wanted to, you know, speak a secret language without the children. But you know, for my grandfather, it was as if he had married into a family of Russian Jews, even though he was in his home of London. You know, I guess not. You know, on that street, on Mapesley Road, there were sort of many, you know, houses of Russian Jewish immigrants. But this was, you know, this is the book that I wanted to write, and this is the story that, you know, this house now only has one person living in it, but in the 40s it was, you know, it had 14 people living in it, and I just wish I could have been there for that. Alors effectivement, ma grand-mère, donc Fanny, et sa sœur, à elles deux, elles ont eu 7 enfants qu'elles ont élevés ensemble dans une maison qui devait être assez chaotique. Donc ma grand-mère Fanny, elle a épousé un Anglais très propre sur lui, très collé-monté, qui s'appelait Hugh Cockrell, un vrai Anglais. Alors que par contre, sa sœur a épousé un sioniste russe, et c'est sans doute le moment où leur vie commence à diverger. Mais pendant en tout cas un temps, elles ont élevé ensemble leurs enfants, des enfants qui étaient plus comme des frères et sœurs que comme des cousins. Et puis il y avait une autre femme aussi dans cette maison qui était l'arrière-grand-mère, donc la femme de David Jockelman, qui lui est mort en 1941. Donc mon père ne se souvient pas de lui parce que lui il est né en 40, mais se souvenait en revanche de sa grand-mère, qui était donc cette femme très juive, très russe, qui était alitée, qui a semblé être un peu sur son lit de mort pendant 10 ans, qui était sans doute un peu l'image que je projetais justement sur Mjo Bache, la deuxième du nom, l'américaine que j'ai retrouvée ensuite. Et donc tous les adultes parlaient russe entre eux, sauf donc mon grand-père Hugh, qui était donc très anglais. Les autres n'ont jamais souhaité enseigner le russe à leurs enfants. On ne sait pas si c'est parce qu'ils voulaient que les enfants s'assimilent davantage, deviennent plus anglais, ou si c'était une façon d'avoir une langue secrète aussi incomprise des enfants. En tout cas, mon grand-père Hugh, il s'est retrouvé vraiment à intégrer une famille de juifs russes, quand bien même ça se passait donc à Londres, d'où il était originaire. Et dans cette rue, sur Maplesbury Road, il y avait beaucoup de familles d'immigrés juifs russes qui habitaient. Aujourd'hui, cette maison, elle est habitée par une seule personne. À l'époque, dans les années 40, il y avait 14 occupants dans cette maison. Et c'est vraiment une époque que j'aurais aimé pouvoir voir de moi-même. En tout cas, vous nous plongez dans cette époque de manière assez remarquable. Je me répète, mais je le redis. Sur la question de la forme, je termine par une dernière question. On l'a évoqué tout à l'heure, ce choix de ne pas avoir de narrateur à proprement parler, de ne pas avoir de voix off, de ne pas avoir de position de surplomb à partir d'aujourd'hui, mais de nous plonger dans les archives. Est-ce que cette démarche, 2 questions très rapidement, à quel moment de votre travail cette démarche s'est imposée à vous, et la deuxième, pour vos prochains ouvrages, est-ce que c'est une forme que vous avez, avec laquelle vous êtes familière, que vous avez envie de renouer, ou est-ce que vous allez vers d'autres modes narratifs? I think I discovered it, or sort of decided that it would be a good fit for this book, maybe 6 months or a year into you know, I always am about to say writing it, but putting it together.
yeah, I guess all these little seeds had been planted in my head. One of which, you mentioned documentaries earlier, and I had been watching a lot of documentaries without voiceovers and thinking, oh, it's so much better when they haven't hired some voiceover actor who there's no middleman between you and the story. And there were just a few other things, a few other books I'd read which are sort of a little bit similar, which made me think at least that this was a possibility, and that the rules could be bent, or at least there were no rules, and history books don't have to be these sort of. It doesn't all have to be so neat and perfect. I think in fiction there's a lot more acceptance of experimentation and of sort of genre bending, but you don't really think of a genre bending history book, or at least I didn't. So yeah, I think it was about a year in, and then remind me your other question. Am I gonna do this again? I think I am. If all goes to plan, I think this form is very versatile. As long as you have a lot of archive material, I think you can apply it to any subject. It's quite addictive. It's people say that they hate writing, but actually I think people hate the blank page, and the editing is the real joy of writing. And so I kind of avoided all the horrors of writing. And I just got to do the fun part, which is editing and tinkering and cutting and restructuring. And it was always sort of churning through my subconscious. I kind of imagined that at some point I would sort of print it all out and lay it on the ground, or have a huge corkboard. But instead, my subconscious was just sort of, as humans, we're always looking for patterns. And I think my subconscious was forming all these patterns and all these connections. Even though the stories in this book seem, when I try and describe them to people, seem quite sort of disparate and unrelated. So yeah, I think I want to show that this form can be used for books not only about Russian Jews in Texas. Alors oui, je crois que j'ai découvert, décidé en tout cas que cette forme, elle convenait bien pour ce livre au bout de 6 mois ou 1 an, j'allais dire d'écriture, mais en fait plutôt d'assemblage de ce projet-là. Je crois que la graine a germé aussi parce que j'avais vu, vous avez parlé de documentaires, j'avais vu justement pas mal de documentaires dans lesquels il n'y avait pas de voix off, et je trouvais intéressant de ne pas avoir cet acteur qu'on engage pour raconter l'histoire, de ne pas avoir cet intermédiaire entre l'histoire et le spectateur. Et puis j'ai lu aussi des livres qui avaient des approches similaires, et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être une possibilité de tordre ces règles-là. C'est pas quelque chose qu'on imagine pour un livre qui parle d'histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus acceptable dans la fiction, cette idée de tordre un peu les catégories de genre et les règles. Mais à un moment je me suis dit que oui, pourquoi pas. Et est-ce que je vais le refaire? Effectivement, je crois que c'est possible, parce que je trouve que c'est une forme en fait qui est très versatile. Il y a quelque chose d'assez addictif. Si vous trouvez énormément de matériaux d'archives, c'est tout à fait possible sur beaucoup d'autres sujets. Je crois que les gens, quand ils disent qu'ils n'aiment pas écrire ou qu'ils ont peur d'écrire, ce dont on a surtout peur, c'est l'angoisse de la page blanche. Et quelque part, en fonctionnant de cette façon-là, je me suis débarrassée de la partie la plus affreuse du processus d'écriture, parce que ce qui est le plus amusant quand on écrit, c'est vraiment le moment où on réécrit, justement, où on édite, où on coupe, où on corrige, où on reforme, on redonne forme à la matière. Et pour moi, c'est comme s'il y avait toujours un bouillonnement permanent en fait dans mon cerveau. Je me suis imaginé parfois étaler les choses par terre, ou au contraire avoir un grand tableau d'affichage, mais c'est vraiment mon subconscient en fait qui est en permanence en train de tisser des liens et de chercher des motifs et des répétitions entre des histoires qui, quand on les raconte séparément, peuvent paraître complètement sans rapport. Et donc oui, j'aimerais bien tester ça et montrer que ça peut fonctionner pour un autre livre qui ne parlera pas de juifs russes ou de Galveston. Oui, écoutez, on sent ce bouillonnement. Et il n'y a pas l'angoisse de la page blanche, il y a l'angoisse après, en effet, de couper, éditer, monter, articuler. Et on le ressent. Et vous avez réussi à donner une fluidité assez impressionnante. Et j'imagine avec quelques frustrations, parce que ce bouillonnement, on le sent jusqu'au bout du livre, c'est-à-dire dans la postface, quand vous, quelque part, vous dévoilez le fait de dire « mince, j'aurais aimé en mettre plus de descriptions sur Israël Zangwill, mais je ne pouvais pas trop, il fallait pas trop en faire. » Donc on sent bien que c'est quelque chose qui continue à vous travailler. Mais en tout cas, je vous invite à lire ce livre. Mais d'abord,
et là, vous le procurez à la librairie au premier étage. Mais d'abord, à poser quelques questions à Rachel Coquerel. À vous la parole. Merci beaucoup à tous les trois. Je voulais juste signaler, avant de faire circuler le micro, que plusieurs ouvrages d'Israël Zangwill sont disponibles à la librairie du Mage, dont son extraordinaire Les enfants du ghetto, traduit en français par Marie Brunet-Spire. Donc, en même temps que vous achèterez le livre de Rachel Coquerel, achetez Les enfants du ghetto. Faites-vous ces deux cadeaux que vous ne regretterez pas. Bonjour. Bonjour Rachel. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir mis de la chair, du sang et des mots au-dessus d'un nom, Zangwill, qui pour moi, comme beaucoup d'autres qui visitent ou qui vivent en Israël, est un nom de rue dans le nord de Tel Aviv, une petite rue, Zangwill. Et je ne savais pas, je savais que c'était quelqu'un qui avait eu une importance dans le récit sioniste, puisqu'il avait un nom de rue à Tel Aviv. Mais c'était point barre, je ne savais rien d'autre. Et grâce à vous, j'ai découvert qui était Zangwill, et j'ai découvert aussi beaucoup d'autres choses autour de ce qu'étaient les congressionnistes, les premiers congressionnistes, avec ces bagarres homériques, et ces juifs russes, représentants du judaïsme russe, qui arrivaient avec quasiment leurs sabots et leurs chevaux, à l'extérieur du bâtiment où se déroulaient les congressionnistes. J'ai lu votre livre et je voudrais vous poser une question qui concerne, à mon sens, un personnage central et que l'on n'entend évidemment pas. C'est le tableau. Le tableau qui représente un portrait très sombre, noirci quasiment, qui se trouve dans la salle principale, dans le salon ou salle à manger de cette maison de Mapsbury Road. Et ce portrait représente la personne qui est à l'origine de toute votre saga familiale. Et ce portrait me pose question, parce que finalement, vous ne saviez rien de votre histoire familiale, et lorsque on interrogeait quelqu'un de votre famille au sujet de la personne représentée sur ce tableau, on vous disait, ouais, c'est un vague banquier, je sais pas quoi, un peu emmerdeur, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Et puis soudain, vous nous faites découvrir toute cette histoire, qu'évidemment, les personnes présentes ici auront la joie et le plaisir de découvrir. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est, à votre avis, pourquoi, dans votre famille, on a tué de façon voulue l'histoire de cet homme, l'histoire de ses enfants et de ce qu'ils ont fait dans l'histoire avec une grande hache, comme disait Pérec, du judaïsme européen et américain, mais qu'en même temps, tout en voulant taire cette histoire, votre famille a quand même décidé de conserver ce tableau. Alors, est-ce que c'est une sorte de cadavre dans le placard que vous avez fait ressortir ? This is something that I'm always wondering about, and my family, my dad and his siblings and his cousins wonder about as well. Where did the story get lost? Was it with David Jockelman? Was it that he, after he arrived in London, his life was taken over with trying to stop the rise of Hitler? He organised these huge protests in London, and that really took over his life, and then he died in 1941 in his 70s. So was it with him? Maybe if he had lived longer, he would have written a memoir, but he didn't. He died quite young. Was it because he was distracted, with other things? Was it because, I think we have this now with the pandemic. We think of pre-pandemic times as sort of belonging to a lost world, and maybe it was like that with pre-World War I as well. Post-war, he left Europe in 1913 or 1914, and then arrived in London, and then maybe after World War I, everything that had come before seemed to just be lost and seemed to be somehow irrelevant. So maybe it was with him, maybe it was with his
it was lost with his daughters. They were girls, and maybe they didn't care so much about an immigration movement that their father had played a pivotal role in. Or maybe they were raising, as I said, 7 children between them, and they just didn't have time to sit and reminisce about the past, especially to their children. These rambunctious 10-year-olds, they weren't going to tell about the Galveston project of 1907 to 1914. Or was it, was my dad and his siblings, were they told, and did they just did it go in one ear and out the other? The only person who did know was my Uncle Dave, who is the last remaining inhabitant of 22 Mapesbury Road. He lives in this sort of giant, rattling house all on his own, uses probably, about 2 rooms of the 3 or 4 floors. And he was the only one who didn't want to be interviewed for this book, only because he's a very private person, has a very sort of narrow world, and he doesn't really like to talk. So I sort of respected his wishes, but then just as the book was coming out, he said, "Oh yes, I know all about the Galveston movement. I know all about David Jockelman." And he had had a close relationship with his father, my grandfather, who had told him things. So I wonder, my dad says, "Oh, I never knew about Jockelman," but I wonder whether he just wasn't listening. It's a mystery which maybe will never be solved. Alors c'est une question que je me pose toujours, de savoir à quel moment l'histoire s'est perdue. Mon père aussi, ses frères et sœurs, les cousins se la posent également. À quel moment est-ce que cette histoire-là, celle de cet arrière-grand-père, s'est perdue? Est-ce que c'est avec lui, avec David lui-même, qui, au moment où il est arrivé, où il s'est installé à Londres, a consacré toute son énergie à rassembler, à monter des manifestations, de grands rassemblements pour essayer de freiner l'avancée d'Hitler, et qui est mort en 1941. Il était au début de la décennie de ses 70 ans. Il est donc mort relativement tôt. Et peut-être que s'il avait vécu plus, il aurait eu le temps d'écrire ses propres mémoires. Mais il n'a pas eu le temps, et il était à ce moment-là distrait par ses activités. Donc c'est peut-être à ce moment-là que ça s'est passé. Peut-être aussi un peu comme on l'a vécu, nous, récemment, avec la pandémie. Est-ce qu'il y a un phénomène qui fait que, tout comme l'époque pré-pandémie nous paraît une sorte de passé lointain, révolu et perdu, pour lui aussi, avec cette arrivée à Londres, la Première Guerre mondiale, il se dit peut-être aussi que finalement le monde pré-1913, 1914 est aussi quelque chose que déjà à ce moment-là il perd. Peut-être aussi que ce sont ses filles qui ne s'y sont pas intéressées particulièrement. Peut-être aussi qu'elle-même était extrêmement occupée à élever cet enfant trop pour avoir le temps de s'interroger sur ce mouvement de 1907 à 1914 d'immigration au Texas. Peut-être qu'elle n'avait pas le temps de partager des réminiscences du passé, ni d'en parler à leurs enfants. Mon père, ses frères et sœurs m'ont toujours dit qu'ils n'en avaient jamais entendu parler du mouvement de Galveston, mais peut-être aussi qu'on leur en avait parlé, que c'était entré par une oreille et sorti par l'autre. C'est quelque chose qu'on aura du mal à savoir. Il y a une seule personne qui semble s'en souvenir, en tout cas qui m'a affirmé en avoir entendu parler, c'est mon oncle Dave, qui est le dernier occupant, donc celui qui habite seul dans cette grande demeure du 22 Mapesbury Road aujourd'hui, dans cette grande demeure grinçante dont il doit occuper peut-être 2 pièces sur les 3 ou 4 étages, et qui est aussi la seule personne de ma famille qui a refusé totalement de faire des interviews pour ce texte, pour ce livre. C'est quelqu'un de très secret, qui aime bien sa discrétion, qui vit dans un univers relativement étriqué et qui n'aime pas trop parler. Donc j'avais respecté son envie de ne pas apparaître dans le livre, enfin de ne pas parler avec moi du livre, mais quand il est paru, il m'a dit « Ah ben oui, bien sûr, mais moi je connaissais toute cette histoire, je connaissais l'histoire de l'arrière-grand-père. » Il avait une relation aussi assez proche avec son père à lui, mon grand-père, qui avait dû peut-être lui parler de tout ça. Donc c'est un mystère qu'on ne résolvera peut-être jamais réellement. Peut-être les autres enfants en avaient-ils aussi entendu parler, ils ont tout simplement oublié. On va prendre une autre question, mais c'était une question de Michel Zlotowski. Et si vous voulez prolonger
l'interaction entre Rachel Coquerel et lui. Je vous invite à aller sur le site d'Academ où un entretien a également été réalisé avec aussi la traductrice Myriam Anderson. On passe à une deuxième question. Bonjour. D'abord, c'est un merveilleux livre. Donc, merci beaucoup, Rachel, parce que c'est un livre vraiment où on est... même quand on connaît, par exemple, Herzl ou les débuts du sionisme, vous redonnez comme ça une sorte de fraîcheur, de proximité incroyable avec les premiers congrès sionistes. Enfin, là, toutes ces descriptions sont incroyables. Moi, je ne savais pas qu'Herzl était si beau, si charismatique. Et Zangwill, évidemment, il y a vraiment un effet comme ça de présence que votre montage procure. Et c'est une expérience merveilleuse de lecture. Donc déjà, merci, un grand merci. Une question que je me posais justement, qui était d'ailleurs liée avec cette notion de fraîcheur ou de sentiment finalement de redécouvrir des choses, ou de les découvrir d'ailleurs, hein, évidemment. Je me demandais quand est-ce que vous avez écrit ce livre, parce que vous parliez tout à l'heure de 2020 là, pour avoir appelé MJO. Mais évidemment que la lecture, moi, que j'ai faite en traduction, donc qui est récente, elle est aussi informée par tout ce qu'on vit depuis quelques années. Et notamment sur la question, par exemple, sur revenir finalement à la source du sionisme et au débat du sionisme. Aussi sur cette question de Gavelstone, c'est-à-dire ce début peut-être non pas de pastorale américaine, mais d'idylle judéo-américaine qui est quand même en train de se fracasser dans les grandes largeurs. Enfin, ça dépend qui, pas pour Stéphane Miller. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une part, pour vous, en l'écrivant, comment est-ce que finalement, les échos contemporains de ce qu'on est en train de vivre traverser votre écriture ou votre perception? Et par ailleurs, je voulais aussi vous interroger sur la réception en Angleterre de votre livre. Parce que je pense que c'est pas facile de parler du sionisme aujourd'hui. I think I started the book in late 2019 and finished it probably in 2023. I mean, it's hard to know hard to say when I finished it, because you think that you're going to write the end and then sort of go and sort of lie on the grass, but actually you write the end and then the editor comes back with the copy edits and, the agent and everything. So it was even, just an hour before the book was going to print, I was still sort of making changes. But I think it was 2023 that I finished it. And then obviously when it came out in February 2024 in England. And so the atmosphere in which it was published was very different from the atmosphere in which I was writing it. It was suddenly this sort of boiling hot topic that everyone, it felt like sort of touching a nerve. Everyone had their opinions, really, and those opinions were so much more heightened than they were, if it had come out in 2022. I think having it written in this form was helpful because it meant that no one felt like I was trying to sort of push my opinions on them. And I think a lot of people with different political opinions have gone into this book and read it and take different things from it. I hope that whatever opinion you go into it with, the book just slightly destabilizes your neat and perfect opinion and your sort of your strong convictions and your principles about how things are and how things should be. I hope that whatever part of the spectrum you're on, it just sort of just destabilizes you a little bit. Partly, as you said, it's even for people who know a lot about Zionism, maybe they don't know, so they don't feel like they were at the first Zionist Congress. And when we talk about Zionism, I think a lot of the discussion is about Israel, post 1948. And I guess I just, this phrase again, the unresting chain of events. I was curious, and I think maybe we all have at least a sort of
duty to be curious about how this all started and how we got here, no matter how we feel about it now. C'était cette fois-ci une question de Ruth Zilberman, qui est réalisatrice de documentaires et qui donc aussi se confronte à cette question de la place de la voix off dans le travail de montage par rapport aux documents d'archives. Alors une troisième. Peut-être traduire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors j'ai commencé à écrire le livre en fin 2019 et je pense l'avoir fini courant 2023, même si on ne sait jamais exactement à quel moment le livre est vraiment terminé, puisque même après avoir mis le point final, il y a encore beaucoup de corrections, de retours d'édition, etc. Mais il est sorti en février 2024 en Angleterre et donc effectivement il est sorti dans un climat extrêmement différent de celui dans lequel je l'avais écrit, dans un climat dans lequel le sujet était devenu extrêmement brûlant, les opinions étaient extrêmement exacerbées, tout le monde était à cran, tout le monde avait effectivement une opinion qui pouvait être assez forte sur le sujet et c'était très différent évidemment de s'il était sorti par exemple en 2022. Mais je crois que quelque part la forme choisie m'a plutôt aidé, m'a plutôt servi parce que personne ne s'est dit que je cherchais à imposer mes propres opinions au travers de ce livre. Je crois que les gens peuvent avoir des opinions différentes, justement des positions différentes et vont y trouver différentes choses, quel que soit leur point de départ. Ce que j'espère en tout cas, c'est que quelle que soit la position de départ, ça vienne les déstabiliser, ne serait-ce que légèrement, et peut-être remettre un peu en cause des opinions ou des visions de l'histoire qui seraient extrêmement nettes et tranchées, ou des principes sur la façon dont les choses devraient ou se seraient passées. En tout cas, même pour comme vous l'avez dit, pour les gens qui connaissent bien l'histoire du sionisme, je crois que c'est un mot, quand on en parle, qu'on applique énormément à l'histoire d'Israël depuis 1948. Et ce retour sur les premiers congrès sionistes, il me semble quand même apporter autre chose, puisque c'est cette histoire de chaîne d'événements dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, justement, aujourd'hui, on a le devoir d'avoir cette curiosité de remonter pour essayer de comprendre où tout ça a commencé. Je vous en prie. Juste une toute petite question. Merci pour ce livre très courageux et en fait très original et très courageux et très intéressant, passionnant. Vous avez beaucoup insisté sur le terme de melting pot à la française, qui est l'expression maintenant pour parler des États-Unis, qui est le creuset des nations. Mais en anglais, dans votre titre, vous ne parlez pas de melting pot, vous parlez de melting point. Et c'est un très subtil jeu de mots, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, bien sûr, intraduisible en français? Yeah, the title in English is Melting Point. And people have said, why didn't you call it Melting Pot? But I just thought, that's Zangwill's, it's not mine. I can't take that from him. Or, repurpose it. He would be very upset with me if I plagiarized his title. But, I guess this book is about, is there a moment when you assimilate? For my grandmother, she was born in the Russian Empire as a Jewish person, and she became, as my family said, more English than the English. Was there a point when she melted into the melting pot of London? And I don't know, I think it's like anything melting. It's so gradual, and it happens particle by particle, and you can't sort of pinpoint a specific moment. Alors effectivement, le titre Melting Point, on m'a demandé pourquoi j'avais pas utilisé Melting Pot tout simplement pour mon livre, mais j'avais pas très envie de plagier Israël Zangwill. Je pense qu'il m'en aurait voulu si j'avais réutilisé son titre d'une façon différente. Mais effectivement, je crois qu'une des questions que je me pose dans le livre, c'est justement de savoir s'il y a un moment précis de fusion, d'assimilation, donc ce fameux creuset dans lequel on se fondrait dans la culture d'assimilation. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où ça s'opère, cette fusion-là, en pensant à ma grand-mère qui donc était née dans l'Empire russe et qui était devenue plus anglaise qu'anglaise, je me suis demandé en fait s'il y avait un moment pour elle précis où s'opérait cette assimilation, ou plutôt si c'était pas quelque chose d'extrêmement progressif, molécule par molécule presque, de fusion dans ce creuset de la culture anglaise. Eh bien, merci beaucoup Rachel Coquerel. Merci aussi de cette traduction. Merci à vous d'avoir été là.
Pour prolonger le moment, je crois que le rendez-vous est à la librairie pour pouvoir acquérir ce livre, comme cela a été rappelé plusieurs fois, assez remarquable, et également du coup pour se plonger, comme l'a rappelé Joseph Hirsch, dans l'œuvre de Israël Zangwill. Donc aussi c'est l'occasion, grâce à vous, de pouvoir reconnaître cette œuvre-là. Merci encore pour ce livre et bonne fin d'après-midi à tous. J'ajoute que donc vous avez rendez-vous tout de suite avec Rachel Coquerel à l'étage à la librairie, mais dans une demi-heure, à nouveau ici, pour une rencontre autour du livre Le prix à payer de Anna Bicomte sur le sort des enfants juifs après-guerre en Pologne. Merci encore. Merci.